L'histoire commence avec quelqu'un qui a de longs cheveux blancs au centre de ce qui semble avoir été une bataille féroce. Nous voyons que cette personne utilise une sorte de magie dans l'espoir de contacter un survivant et demande à cette personne de faire au moins un bruit si elle ne peut pas parler. Plusieurs cercles lumineux apparaissent alors que l'être en cape blanche supplie. Cependant, apparemment, il est le seul survivant. Devant lui, nous voyons celui qui a consolidé les démons pour la première fois, provoquant l'effondrement de l'humanité. Nous voyons que même les enfants n'ont pas été épargnés. Heureusement, l'homme aux cheveux blancs était au bon endroit au bon moment pour sauver un bébé qui allait être dévoré. Nous voyons que l'enfant était enveloppé dans une magie verte brillante. En même temps, nous découvrons que les démons venus du royaume des démons et les mages de la Tour Blanche qui ont suivi le protagoniste ont presque compromis l'avenir de l'humanité. L'être cornu charge avec son épée contre l'homme aux longs cheveux et au manteau blanc, mais finit par perdre littéralement la tête. Une jeune femme aux cheveux verts apparaît et dit que le 28 avril, elle a confirmé la mort du grand prêtre. Elle est Edna Sol Laplace, le dernier dragon du monde et l'observatrice qui enregistre l'histoire. En détournant le regard, la jeune femme dit qu'elle a de bonnes et de mauvaises nouvelles. Alors le mage lui demande de commencer par la mauvaise partie. La jeune femme dit alors que l'armée démoniaque a vraiment envahi la Tour Blanche et a éliminé la plupart des mages. Cependant, la bonne nouvelle est que les forces impériales sont arrivées plus tôt que prévu et ont réussi à sauver certains des survivants. La main sur le menton, l'homme dit que c'est un soulagement d'entendre cela et qu'il ne regrette pas le choix qu'il a fait parce que les personnes qu'il a choisies sont juste là devant lui. Edna demande si l'homme a autre chose à dire. Regardant son gant sale, il demande à la jeune femme de prendre soin de ses disciples, car ils sont encore jeunes et enthousiastes. S'inclinant, la jeune femme promet qu'elle leur rendra visite de temps en temps. En riant, le mage demande comment un dragon peut incliner la tête devant un simple humain, et Edna dit alors qu'il mérite ce geste et que le continent et elle n'oublieront pas les sacrifices faits par les héros de la Tour Blanche. Sur le point de partir, l'homme dit que cela doit certainement être le cas, révélant en pensée qu'il serait faux de dire qu'il ne regrette rien parce qu'il n'a jamais été un bon leader. Mais si d'une manière ou d'une autre, il avait une autre opportunité, même s'il était appelé un méchant, il vivrait une vie égoïste juste pour son peuple, parce que c'est ainsi qu'il veut vivre. Nous découvrons que le maître mage de la Tour Blanche, auquel Edna faisait référence plus tôt, était l'homme en manteau blanc connu sous le nom d'Oscar Sage. Nous voyons que la bataille a éliminé au total 153 mages de divers niveaux, le maître de la tour et le grand prêtre. Quelque temps plus tard, par une journée ensoleillée, un garçon aux cheveux noirs est allongé dans son lit, tandis qu'un autre jeune homme aux cheveux bleus est à ses côtés. Soudain, le garçon allongé se réveille extrêmement effrayé, au point de frapper accidentellement le garçon aux cheveux bleus, qui finit par renverser l'eau qu'il transportait dans un bol. Un peu irrité, le jeune homme dit qu'il allait juste changer la serviette, et maintenant il est tout trempé, et que le garçon aux cheveux noirs n'a même pas montré de gratitude pour les soins reçus. En posant sa main sur sa poitrine, le protagoniste se demande s'il a dormi tout le temps, réalisant que la chose la plus importante est qu'il n'est pas mort comme il s'y attendait, même si le grand prêtre l'a frappé directement avec une épée. Désespéré, il demande à haute voix ce qui se passe. Un homme blond apparaît et semble surpris et furieux que le garçon se réveille, déclarant qu'il va maintenant s'assurer de le transformer en humain, tandis que le garçon aux cheveux bleus essaie de contenir sa fureur. Prenant les deux par surprise, le protagoniste demande comment il est encore en vie. Très en colère, l'homme blond demande s'il ne trouve pas non plus surprenant qu'il respire encore. Indifférent aux menaces, le garçon lui demande d'expliquer la situation actuelle en détail puisqu'il semble être un mage. Avec du sang dans les yeux, l'homme demande ce qu'il entend par expliquer et sur le point d'attaquer le protagoniste, dit qu'il a perdu le contrôle et devrait réfléchir à ses actions et implorer le pardon. Notre garçon, voyant une main se diriger vers son visage, se demande si le mage est un assassin envoyé par les démons, décidant dans ce cas d'activer sa magie de protection du vent pour faire plier le poignet de l'attaquant comme de la paille, qui étant de bas niveau aurait dû réfléchir à 2 fois avant d'attaquer. À la surprise du garçon, la magie qu'il a activée commence à s'estomper. Regardant ses propres mains, il se demande quel genre de sort pathétique c'était. Sans aucune blessure, l'homme félicite le protagoniste pour son bouclier de vent et dit qu'au moins il n'a pas joué tout le temps et qu'il reportera l'action disciplinaire pour le détournement de fonds de recherche afin qu'il puisse se concentrer sur sa récupération. En réfléchissant, le protagoniste déclare que le bouclier de vent a disparu au moment où il a utilisé cette magie. Et alors qu'il réalise que son énergie est très faible, le garçon aux cheveux bleus demande s'il est fou d'avoir attaqué l'ancien Maxon. Indifférent à tout cela. Avec cela, Oscar demande quel jour on est et promptement, le jeune homme dit que c'est le 21 septembre, révélant ainsi que le garçon a été inconscient pendant au plus un jour. Confus, le protagoniste demande au garçon d'appeler Lloyd, Jilly ou Chacha parce qu'il veut entendre ce qui s'est passé de l'un d'eux. Le jeune homme aux cheveux bleus demande alors pourquoi son ami prononce le nom du maître de la tour si familièrement et pourquoi il ne se souvient pas que Lloyd a quitté la Tour Blanche et est devenu disciple de la Tour Rouge avec Jilly. Perplexe, notre garçon réalise que le jeune homme en face de lui ne semble pas mentir, puis il demande si, dans ce cas, Sacha, un enfant de 5 ans, est le maître de la Tour Blanche. Le jeune homme confirme mais demande pourquoi il ignore 20 ans. Dans ses pensées, Oscar se demande pourquoi il se met tellement en colère contre un simple garçon. Remarquant pour la première fois et regardant son reflet dans la fenêtre, son apparence actuelle, les yeux écarquillés, il se demande qui est devant lui.
Quelque temps plus tard, nous découvrons avec le protagoniste que 20 ans se sont écoulés depuis sa mort et que la ville s'est beaucoup développée pendant ce temps. Désormais, il y a des voitures et des lumières sur les poteaux publics. Tout cela grâce à la révolution de l'ingénierie magique. Observant tout d'en haut, le garçon dit que ses amis de sa vie précédente auraient adoré voir tout cela, car à l'époque où le monde s'effondrait, beaucoup croyaient que c'était la fin. Mais maintenant, sa mission est de rassembler autant d'informations que possible sur le propriétaire de son corps actuel. Peu après, le garçon découvre qu'il s'appelle Oscar Crucian et qu'il a été recueilli par la Tour Blanche à l'âge de 10 ans. Étant un mage de niveau, un issu d'une famille noble ruinée et terrible en magie, qui sous pression a détourné des fonds de recherche pour acheter un élixir illégal et après l'avoir bu s'est évanoui, tout cela dans le but d'augmenter sa capacité de mana même avec le risque de ne jamais se réveiller. En réfléchissant, Oscar Sage conclut que le garçon est sûrement décédé après avoir bu la potion. Mais à sa grande surprise, il découvre que son nouveau corps a trop de mana pour quelqu'un de niveau 1. Étant principalement du mana pur non raffiné, il se demande si c'est le résultat de l'acte imprudent de Crucian. Soudain, une lumière bleue très forte commence à rayonner de son abdomen. En même temps, quelque chose semble sortir de son doigt. Une goutte de substance noire finit par tomber au sol, laissant notre garçon un peu effrayé en réalisant qu'apparemment la substance est toxique. Sans rien comprendre, il se demande pourquoi son corps actuel est empoisonné. Mais en esquissant un bref sourire juste après, il montre qu'il comprend maintenant pleinement ce qui se passe et que l'élixir n'était pas faux comme tout le monde le disait. Cependant, son hôte ne savait pas qu'il y avait du poison dans la fiole, ce qui signifie que Crucian n'est pas mort d'une explosion de mana, mais plutôt d'une quantité absurde de poison dont le niveau était bien trop élevé pour avoir été utilisé pour éliminer un simple mage de niveau 1. Donc, si ce n'était pas pour lui, aucune trace n'aurait jamais été trouvée. Se levant de la chaise, Oscar déclare qu'il ne sait pas qui jouait avec son âme. Mais en tout cas, il a reçu la seconde chance qu'il désirait tant avant la fin, et il vivra une vie égoïste pour son peuple comme il l'a promis, ce qui malgré tout est un bon début. Tenant l'élixir, le protagoniste promet aussi qu'il vengera Crucian en guise de paiement pour lui avoir prêté son corps. Pendant ce temps, à la périphérie de Sérène, nous voyons quelqu'un annoncer qu'il y a des nouvelles du magasin. Agacé, un homme en blazer marron réprimande son employé de ne pas l'avoir appelé patron en s'approchant. Après s'être excusé, le jeune homme l'informe qu'un mage a complètement détruit le magasin, rendant l'homme encore plus furieux. Le serviteur dit alors que le mage demandait qui avait vendu l'élixir et demande si cela pourrait être Oscar Crucian. Calmé, le patron dit non, et inquiet, le garçon demande si cela ne pourrait pas être la Tour Blanche qui a décidé d'enquêter sur l'affaire. Encore une fois, l'homme dit non parce que celui qui a piégé Oscar appartenait à la Tour Blanche. Quelqu'un s'approche et demande qui serait assez stupide pour ne pas retirer sa bague d'identification avant de faire quelque chose comme ça. Nous voyons Oscar Sage entrer par la porte, mais les hommes ne savent pas qu'il n'est pas Crucian. En réfléchissant, notre garçon révèle qu'il a suivi l'odeur laissée sur le flacon et a pu découvrir que de nombreuses personnes sont impliquées. L'homme assis sur le canapé demande si c'est le garçon qui a détruit sa boutique et il répond oui et qu'il est très intéressé par ce dont lui et l'autre jeune homme parlaient afin qu'ils puissent continuer leur conversation. À bout de patience, le patron dit qu'il avait pensé le laisser partir, mais dans ce cas, il n'y a pas d'autre choix. Il ordonne alors à son homme de main de s'occuper du protagoniste, qui obéit immédiatement. Avec un regard sombre, Oscar dit que si c'est le jeu que l'homme veut jouer, il est partant. Il lance rapidement son sort appelé Wing Cutter sur l'homme, qui finit par perdre la tête, littéralement. Dans ses pensées, notre garçon montre de la déception car il ne visait pas seulement la tête. Choqué, l'homme en blazer marron crie et attrape son revolver tout en maudissant Oscar. Plusieurs balles volent vers le garçon, mais il sourit, disant que c'est assez intéressant. Il active ensuite son pare-brise tout en se demandant quel principe est utilisé pour produire autant d'énergie. Stupéfait, l'homme demande comment il a arrêté les balles, surprenant le garçon en découvrant comment ces choses s'appellent. Il dit alors que, aussi intéressantes que soient les balles, il va les renvoyer pour l'instant. Sans un corps par balle, l'adversaire du protagoniste subit simplement l'attaque sans pouvoir rien faire. Même blessé, il continue de proférer des insultes. Mais Oscar avertit que personne n'entendra rien, car il a rendu les pièces insonorisées. Choqué, l'homme demande comment c'est possible, et notre garçon dit qu'il a utilisé Soundbind, et maintenant il aimerait que l'homme coopère et lui dise qui l'a piégé. Le problème est que l'homme reste obstiné, et il finit par se faire donner un coup de pied au visage. D'en haut, Oscar montre de l'admiration pour le fait que son adversaire préfère garder sa fierté plutôt que sa vie, puis il active un autre sort tout en gardant fermement son pied sur le visage de l'homme. Au sol, l'homme commence à crier. Le protagoniste dit alors que maintenant qu'il a canalisé le vent dans le corps de l'homme, il doit ressentir une douleur incommensurable. Il déclare ensuite qu'il n'aime pas torturer les autres à cause du bruit. Suppliant, l'homme le supplie d'arrêter et dit qu'il lui dira tout. Désactivant sa magie, le protagoniste lui demande de dire tout ce qu'il sait sur son assassin. Avec une main sur son cou, l'homme en blazer dit qu'il a été payé pour vendre l'élixir au garçon à un prix bas et que la personne derrière cela avait le visage couvert par une capuche mais portait la bague de la Tour Blanche. En réfléchissant, notre garçon conclut que c'était juste un stratagème pour induire l'homme en erreur. Toujours désespéré, le gars dit que la personne mystérieuse avait une odeur de menthe rafraîchissante.
En stockant toutes ces informations dans son esprit, le protagoniste demande comment il prévoyait de gérer les conséquences après sa mort. L'homme dit alors qu'il ne pensait pas que la Tour Blanche enquêterait en donnant encore plus d'informations précieuses sur la suppression des 4 principales tours magiques, quelque chose dont Oscar n'avait aucune idée. Le protagoniste dit qu'il a oublié cela après avoir pris l'élixir, et l'homme dit alors qu'il remettra les documents. Se levant, l'homme en tenue marron se dirige vers la commode et revient avec plusieurs dossiers, affirmant qu'ils contiennent tous les documents pertinents. Oscar décide de commencer par le dossier contenant des informations sur la Tour Blanche, qui indique qu'après son sacrifice, parmi toutes les tours magiques, la Tour Blanche a produit les pires résultats l'année précédente. Inquiet, notre garçon se demande comment la Tour Blanche n'a pas de magie avancée s'il a demandé à Edna de s'en occuper. Il demande ensuite à l'homme de lui expliquer la situation actuelle des 4 principales tours magiques. Nous découvrons que la Tour Jaune de l'Est, qui contrôle la foudre, a inauguré la grande ère de l'ingénierie magique, tandis que la Tour Bleue du Sud a contribué à l'eau propre, à l'agriculture et aux affaires de potions. Pendant ce temps, la Tour Rouge de l'Ouest, qui salue le désert, s'est jointe aux militants et a aidé aux missions de subjugation des monstres. Notre garçon demande alors à propos de la Tour Blanche. L'homme dit qu'elle ne fait que des livraisons, le laissant sous le choc, car il n'aurait jamais imaginé que cela puisse arriver. Oscar décide de demander si l'homme parle de livraison d'objets, et il confirme, disant que la tour a des chevaliers du vent qui peuvent voler, révélant que la situation est bien pire que ce que le protagoniste imaginait. Car dans le passé, les mages de la Tour Blanche s'élevaient dans les cieux et les dominaient, étant comparés à des dragons et des aigles. La main sur le visage, le garçon demande qui était responsable de cela, et l'homme dit que d'après ce qu'il sait, c'était le maître actuel du lieu, ce qui fait réaliser au protagoniste que c'est l'un de ses anciens disciples. Changeant de sujet, il demande pourquoi la Tour Bleue s'occupe d'autres types de commerce en plus des potions. L'homme dit alors que c'est parce que cette tour a spécifiquement un monopole sur le marché des potions. Avec cela, ils se sont concentrés sur la vente d'eau propre à un prix élevé et sur l'apport de pluie dans les zones sèches. Ne comprenant pas, le protagoniste questionne la raison de vendre de l'eau propre et apprend que c'est une nouvelle tendance parmi les riches. Irrité, il dit que les mages de la Tour Bleue agissent comme des clowns juste pour gagner plus d'argent. En revenant au document, le garçon découvre que le Festival de la Nuit Blanche est la dernière chance pour la Tour Blanche de prouver sa valeur. Le problème est que l'événement aura lieu dans seulement 7 mois. Soudain, l'homme dit que quelque chose ne va pas avec son corps, ce qui fait se demander à Oscar s'il devrait le sauver à cause des informations utiles qu'il a fournies. En lisant les documents sur la Tour Jaune, il découvre de nombreux crimes commis là-bas et reste sans voix. Se levant, il dit que l'homme est pratiquement une ordure sur pattes, montrant qu'il a choisi de ne pas le sauver, espérant silencieusement que l'homme sera une bonne personne dans sa prochaine vie. Le lendemain matin à la Tour Blanche, nous voyons Oscar arriver à ses quartiers complètement épuisé. Assis dans son fauteuil, il n'arrive pas à croire qu'il soit si fatigué juste d'avoir utilisé quelques sorts basiques, et il se demande si dans son état actuel, il sera capable d'utiliser cette magie, celle qui a fait de lui le plus grand mage de l'histoire humaine appelé Archive du Vent. En essayant d'utiliser le sort, le garçon remarque qu'il se dissipe et conclut qu'il ne peut toujours pas l'utiliser et qu'il a besoin d'un aperçu complet de l'état actuel de son corps grâce à un scan magique, tout en continuant à étudier des informations sur Oscar Crucian, puisque ses souvenirs sont en désordre et qu'il est crucial de tout savoir sur son hôte s'il veut sauver ce corps. Nous découvrons que le jeune homme qui est mort est l'héritier du comte Crucian et le seul survivant d'un incendie désastreux. Le pouvoir du garçon a été reconnu très tôt par les mages au point que les combats ont éclaté pour son recrutement. Ainsi, pendant les 6 années où il a fréquenté le collège de magie, il n'a obtenu que des notes élevées. Et par la publication d'une thèse, il a prouvé à tout le monde qu'il était vraiment un génie. Cependant, il n'a jamais dépassé le niveau 1 et a vécu assez malheureux. Tout cela à cause de son syndrome de déficience en mana qui l'empêchait de devenir un grand mage. Les yeux de notre protagoniste s'écarquillent en découvrant que son hôte avait une maladie, pensant que maintenant tout a un sens. Soudain, il remarque que le scan est terminé. Choisissant de voir les résultats immédiatement, s'attendant déjà au pire. Mais à sa grande surprise, le soi-disant syndrome de déficience de mana n'a pas été identifié, et tous les problèmes du garçon se sont produits parce que quelqu'un avait scellé son circuit magique. Nous découvrons que le syndrome est une maladie dans laquelle on ne peut pas faire circuler ou accumuler la magie, et que le nombre de circuits physiques qu'un mage possède détermine son niveau. Cependant, les circonstances de Crucian sont différentes, car son circuit physique n'était pas naturellement déformé, mais a été délibérément lié par quelqu'un. Dans ses pensées, le protagoniste se demande comment le garçon n'a pas réalisé qu'il n'avait pas le syndrome s'il était un génie. Il dit ensuite qu'il aurait été bien que le garçon tienne un journal, car selon Frank, le jeune homme était alcoolique. Mais maintenant, il ne sait pas si c'était un personnage délibérément créé, au cas où Crucian aurait découvert que son circuit avait été bloqué intentionnellement et aurait décidé d'agir comme un playboy et aurait choisi l'élixir illégal simplement parce qu'il ne pouvait faire confiance à personne. Ayant donc besoin de défaire les chaînes qui le liaient par lui-même, en plaçant plusieurs livres sur la table, Oscar déclare qu'il sera capable de dénouer le nœud. Soudain, quelque chose attire son attention. Un livre sur la réinterprétation de la magie de base. Déterminé à ne pas perdre de temps, le protagoniste commence à feuilleter les pages et découvre diverses notes sur des sorts, y compris coupe-vent, bouclier de vent et le sort de pistolet. Oscar réalise que ces concepts sont similaires à la façon dont il lance lui-même des sorts, et que dans ce livre se trouvent plusieurs sorts que son hôte a créés de toutes pièces, ce qui signifie que même sans pouvoir utiliser la magie lui-même, le garçon a mené des expériences dans son propre esprit.
Après avoir lu plus longtemps, notre garçon conclut que sa façon d'interpréter la théorie magique est similaire à celle de Crucian et que le jeune homme n'a jamais abandonné la magie, mais a travaillé plus dur que tout le monde parce que c'était sa passion. De plus, le garçon a écrit une dédicace dans le livre, espérant que ses notes voyageraient sur le moindre souffle de vent vers la Tour Blanche, révélant qu'il savait exactement ce qu'il faisait quand il a pris l'élixir. Son seul obstacle était de devoir tout faire seul. Ainsi, le mage, Oscar Crucian, était un jeune homme qui n'a jamais réussi en raison de son destin cruel et a marché silencieusement sur un chemin solitaire. Après avoir tout lu, le protagoniste décide de s'asseoir sur le canapé, jurant alors qu'au nom du 17e maître de la tour de magie, il défera le nœud que le garçon n'a jamais pu dénouer et fera payer tous ceux qui ont cruellement brisé les ailes de Crucian pour leurs actions. Soudain, nous voyons un autre endroit. En se promenant dans une serre, Oscar se demande pourquoi il fait cela, car la dernière chose dont il se souvient est de s'être endormi après s'être épuisé à essayer de défaire le nœud dans le circuit physique. Soudain, quelqu'un appelant le maître attire son attention. En s'approchant, le protagoniste se voit avec 3 enfants, réalisant rapidement que cela se produit à cause de la malédiction de rêve lancée par le vicomte des cauchemars, qui le fait revenir dans le passé chaque fois qu'il s'endort, ce qui signifie que la malédiction est liée à son âme et non à son corps physique comme il le pensait auparavant. En regardant la scène, le garçon se demande s'il a de la chance, puisque ses rêves sur ses élèves n'ont pas été corrompus. En donnant sa leçon, Sage dit que bien que la magie puisse sembler identique physiquement, elle est classée en 4 types. Le petit Lloyd demande si la tour blanche poursuit le type harmonisation, et en souriant, le protagoniste confirme. Chacha alors et demande si chaque tour de magie a un type de magie préféré, et Oscar confirme, expliquant que c'est pourquoi les tours recherchent les types de magie qui leur conviennent le mieux. Gilliatt lève la main et dit qu'il aimerait avoir de la magie de type accélération, parce que les choses lentes sont ennuyeuses. La petite fille demande alors comment ils découvrent quel type de magie ils ont à la naissance. Oscar dit que c'est plus simple qu'elle ne le pense et demande à la fille de lancer la magie qu'il a dessinée devant elle. Avec son index, Sacha réalise que quelque chose se passe. En souriant, le protagoniste dit que ce sort n'est pas très rapide ni mortel, mais plutôt équilibré, donc de type harmonique, ce qui rend la rousse heureuse car elle partage le même type de magie que son maître. Les 2 autres garçons disent qu'ils aimeraient aussi passer le test. Rapidement, le protagoniste dit que la magie de Gilia est du type accélération, tandis que celle de Lloyd est du type spécial. Le garçon demande s'il est possible de changer cela et Oscar révèle que les types spéciaux sont rares et que seulement 0,2% des mages les possèdent. Pourtant, le petit dit qu'il préférerait être équilibré comme lui. Le mage se demande alors ce qu'il doit faire maintenant, puisqu'il prévoyait de donner au garçon le plus de leçons individuelles possible à cause de son type. En entendant cela, Lloyd commence à changer d'avis, mais d'abord il demande si c'est vrai. Confirmant, le protagoniste dit que les mages de type spécial ont plus de mal à s'améliorer sans un professeur adéquat. C'est tout ce que le petit avait besoin d'entendre. Après cela, ils font une promesse du petit doigt. Maintenant, notre garçon ne peut s'empêcher de penser à quel point cet enfant, surnommé l'homme de la promesse, est un petit salaud, tout en se sentant mal, parce que malgré tout à l'époque, Lloyd n'était qu'un enfant. Soudain, un bruit provenant d'un haut-parleur réveille Oscar. Une voix annonce qu'il s'agit d'une annonce de la salle de diffusion, et le nom du protagoniste commence à résonner dans tout l'endroit, alors que la personne lui demande de se rendre au laboratoire 4202. En se dirigeant vers l'ascenseur, le garçon pense qu'il lui reste encore 8 circuits physiques à débloquer, révélant ensuite que pendant le processus, il a gagné 2 lignes de circuits supplémentaires et atteint le niveau 2. En entrant dans une pièce, l'homme demande comment le garçon se sent, car Frank a dit que ses souvenirs revenaient. En s'approchant, Oscar dit qu'ils reviennent, tout en fixant Maxime Bisque, 45 ans, aîné de la Tour Blanche. Nous découvrons que l'homme était un junior qui a rejoint la tour de nombreuses années après Sage et est une personne très honnête, qu'il a toujours suivi en l'appelant senior, puis maître de la tour magique, ce qu'il trouvait attachant. Perdu dans ses pensées, le protagoniste ne remarque même pas qu'il sourit, ce qui pousse Maxime à demander la raison de cette expression, tout en disant qu'il a reçu un rapport indiquant que le chef de la famille Gordon et le chef de l'application de la loi ont été assassinés. Oscar nie toute implication dans les actes, mais dit qu'il connaît la raison pour laquelle cela s'est produit, que les 2 ont essayé de le tuer. En remettant le dossier jaune, le protagoniste dit que l'élixir était empoisonné et qu'à l'intérieur se trouvent les frais de commission et le livre expliquant tout. Parce qu'après avoir découvert les crimes, il est devenu quelqu'un qu'il fallait faire taire. Maxime dit qu'en effet, l'argent semble légitime. Oscar dit alors que le livre de rapport contient le contenu d'un contrat de meurtre. L'homme affirme que dans ce cas, il laissera passer l'incident et le remercie. Le protagoniste demande s'il peut demander une faveur. Il révèle ensuite qu'il aimerait rencontrer le maître de la tour de magie. L'aîné dit que cela ne sera pas difficile, car les mages discutent fréquemment de magie avec elle. Cependant, il ne pourra la rencontrer que dans 6 mois. Inquiet et intrigué par le festival à venir, notre garçon demande pourquoi. Maxime dit que la jeune femme est en déplacement pour gérer une commission importante, car le grand mage est actuellement absent. Oscar demande alors quel est le niveau de la maîtresse de la tour. Sans hésitation, l'homme révèle qu'elle est une mage de niveau 7. Dans ses pensées, notre garçon sent que quelque chose ne va pas, car Sacha devrait avoir atteint au moins le niveau 8 maintenant. Revenant au rapport, l'aîné dit que la coupe transversale du cadavre était nette et demande si le garçon a repris l'utilisation de la magie offensive. Lion Oscar dit qu'il s'entraîne pendant qu'il réfléchit. L'homme dit alors que dans ce cas, il est libre de partir. Le protagoniste quitte la pièce, mais quelqu'un d'autre semble sur le point d'entrer. C'est le vice-maître de la tour de magie qui dit qu'il est venu demander à Maxime de ne pas être trop dur avec le garçon qui vient de partir.
L'aîné dit qu'il doit réprimander le jeune pour l'empêcher de s'attirer des ennuis. Amel dit qu'il comprend, mais s'inquiète pour lui, car même si c'est de la magie de base, cela n'aurait pas pu être perfectionné si rapidement, ce qui signifie qu'Oscar étudie en secret. Souriant, l'homme dit que le garçon est vraiment rusé. En concluant l'affaire, le vice-maître dit qu'ils doivent se rendre à la réunion des anciens où l'ancienne Fidelina les attend. Loin de là, au 10e étage, le protagoniste décide de visiter l'endroit où il enseignait à ses élèves, qui semble maintenant vide. Soudain, un vieil homme s'approche et semble heureux de voir Oscar. C'est Wilter, le gestionnaire des installations de la tour de magie. Remarquant que le garçon ne se souvient pas de lui, l'homme dit qu'apparemment les rumeurs étaient vraies. Inquiet, le protagoniste demande jusqu'où la nouvelle de sa mémoire s'est répandue et pourquoi l'homme l'a appelé jeune monsieur Oscar. Souriant, Wilter dit qu'il travaillait là pendant que l'ancien maître de la tour de magie était encore en vie et que cet homme était le grand sire Oscar. Souriant, notre garçon dit qu'il aimait cette distinction et qu'il l'utilisera aussi. Le vieil homme dit alors qu'il aimerait continuer à être le partenaire de conversation du garçon, mais qu'il quittera bientôt la tour puisqu'il a déjà servi 3 maîtres pendant son temps là-bas et contrairement à ses collègues, il est le seul à rester. La seule raison pour laquelle il a enduré si longtemps était ce que l'ancien maître a dit lors de sa cérémonie d'inauguration, que tous ceux qui vivent là-bas sont nécessaires. Ainsi, il a commencé à travailler en croyant qu'il était un véritable membre de la Tour Blanche. Oscar dit alors que l'ancien maître était vraiment sérieux. Wilter dit ensuite que c'est précisément pour cela qu'il démissionne, laissant le protagoniste assez confus. En expliquant, l'homme dit que, comme il le sait peut-être, la Tour Blanche ne va pas bien et que les finances ne sont plus ce qu'elles étaient, et que le mois prochain, il achèvera 42 ans de travail là-bas. Oscar demande si c'est à cause de la récompense pour long service. Nous découvrons qu'en plus d'une médaille, ceux qui travaillent dans la tour pendant 40 ans reçoivent 200 000 sénos. Secouant la tête, Wilter dit que la Tour Blanche n'a plus le luxe de payer une telle récompense, car pour le faire, de nombreuses vies devraient être mises en danger, ce qu'il ne peut accepter car cet endroit est sa 2e ville natale. Dans ses pensées, notre garçon révèle qu'il n'avait aucune idée que la situation était si grave et qu'il pensait que la tour bleue était extravagante juste pour le profit. Mais maintenant, qui est-il pour critiquer le travail des autres qui sont devenus les plus grands de l'histoire grâce à leur dur labeur, alors que lui-même n'a que des titres qui ne signifient rien puisqu'il ne finance pas les récompenses méritées par les autres? Soudain, le vieil homme attire l'attention d'Oscar. Remarquant qu'Oscar serre les poings fermement, le vieil homme lui demande pourquoi il fait cela. Réalisant qu'il s'est blessé aux mains, le protagoniste demande quand Wilter prévoit de partir. L'homme répond « dans 2 semaines ». Après avoir bandé la blessure du garçon, il lui dit d'aller voir l'infirmière pour des médicaments. Oscar dit alors qu'il espère que l'homme continuera à être son compagnon de conversation parce qu'il n'aura pas besoin de partir, car il s'assurera de son séjour une fois qu'il aura trouvé un moyen de gagner beaucoup d'argent. Après cette conversation, nous voyons le protagoniste assis à son bureau se demandant comment il tiendra sa promesse, puisque ses options sont la recherche, les conférences et les commandes. Mais l'argent de ceux-ci met du temps à arriver, donc ayant besoin d'une affaire qui rapporte rapidement, il envisage de se lancer dans le commerce de potions. Soudain, quelque chose dans le journal attire son attention et le laisse visiblement surpris. Loin de là, dans le bureau du vice-directeur, une femme avec un grand chapeau dit qu'elle ne peut pas ignorer Aldo cette fois-ci. C'est Fidelina, aînée de la Tour Blanche en charge des finances, qui n'arrive pas à croire que Maxime soit d'accord avec la situation. En criant, la femme affirme que voler est une habitude qui ne fait qu'empirer, mais l'homme dit qu'elle n'a pas à s'inquiéter. Après tout, il ne reste plus grand-chose à voler dans la tour. Furieuse, Fidelina exige qu'il arrête de la contredire et qu'il mette simplement le coupable en isolement. Impatient face à la dispute, Amel dit que l'isolement est une punition trop sévère car cela équivaudrait à rien de plus qu'à de la torture pour un enfant. Il suggère plutôt que le garçon rembourse personnellement le triple du montant des fonds de recherche volés. Insatisfaite, la femme dit qu'il manque de fonds et qu'ils doivent prendre une décision rapide, comme vendre l'équipement de la chambre de production de potions puisqu'il s'agit d'une installation qui n'est plus beaucoup utilisée. Cependant, le vice-maître dit qu'il ne peut pas permettre cela, car cette chambre est l'endroit où les mages se réunissent pour étudier la magie et partager leurs connaissances. Et ils ne peuvent pas simplement vendre l'avenir pour satisfaire la fin d'aujourd'hui. Pessimiste, Fidelina demande s'ils ont encore un avenir, puisqu'ils ont déjà attendu 20 ans. Entendre cela met Maxime en colère. Imperturbable, la femme demande à Amel de soutenir sa proposition en argumentant que même s'il y avait un génie capable de sauver la tour, cette personne ne viendrait pas à eux. Avant que l'ancien ne puisse répondre, on frappe à la porte, surprenant tout le monde. Le vice-maître invite le visiteur à entrer. C'est Oscar qui se présente poliment et salue les 3. En s'approchant, le garçon dit qu'il a une suggestion, mais qu'il a besoin d'une autorisation pour démarrer une entreprise. Furieuse, Fidelina dit que c'est ridicule de demander une telle chose après avoir détourné des fonds de recherche il y a seulement quelques jours. L'ignorant, le protagoniste dit qu'il a trouvé quelque chose dans le journal. La propriété 27 est fermée en raison d'une épidémie de grippe. Amel dit qu'il en a entendu parler et que les gens l'appellent la grippe cadence. Mais puisque la formule du vaccin a été perdue il y a 20 ans, il n'y a pas grand-chose à faire. Notre garçon dit que la Tour Bleue n'a pas non plus réussi à créer l'antidote, et donc il aimerait commencer à vendre des vaccins contre la grippe pour raviver le monopole de la Tour Blanche sur ce marché. Riante, la femme au chapeau dit que ça ne vaut même pas la peine de l'écouter, car des tours magiques et des entreprises pharmaceutiques ont investi des tonnes d'argent et de main-d'œuvre en vain. Mais un garçon de 20 ans prétend qu'il peut le faire. Se tournant, le protagoniste dit qu'elle a peut-être raison, mais qu'elle oublie qu'il est un génie.
Entendre cela rend Fidalina encore plus en colère au point que des veines apparaissent près de son œil. En criant, elle demande comment il peut dire quelque chose comme ça après avoir volé 25 000 sénos pour acheter un élixir illégal, ce qui montre seulement son ignorance totale en matière d'argent. Amel intervient, disant qu'Oscar est ici pour proposer une opportunité d'investissement officielle, donc une telle impolitesse n'est pas justifiée. Se calmant, la femme s'excuse. Dans ses pensées, le protagoniste comprend enfin que Fidalina le déteste parce qu'elle est la trésorière de la tour. Malgré cela, il demande au vice-maître de considérer sa demande, pensant en lui-même qu'il est une personne différente maintenant. L'homme demande pourquoi il est si sûr que c'est cette grippe en particulier. Sans hésitation, le garçon lui dit de vérifier la page 2 du journal où il est écrit que l'archevêque Baldwin a soudainement changé de plan lors d'un pèlerinage et restera à Sion pendant 1 mois. Nous apprenons que l'homme appartient à l'ordre d'Altera dévoué à la terre-mère et que les 7 archevêques sont censés être les plus vertueux. Mais la réalité est bien différente, car pour devenir cardinal, le deuxième en pouvoir de l'ordre, beaucoup de fonds de campagne sont nécessaires. Ainsi, il est permis qu'ils restent jusqu'à 1 mois dans une ville, et pour cela, ils ont besoin d'argent provenant des nobles et des marchands. Et comme Siron devient de plus en plus petit, il suffit de faire le rapprochement. Maxime dit que le garçon a raison, mais il pensait que l'arrêt de l'archevêque était juste pour demander des prières et des bénédictions. Notre garçon dit que c'est pour cela que c'est étrange. Après tout, pourquoi demander des prières et des bénédictions pour une terre aride, surtout avec l'itinéraire de pèlerinage des membres de l'ordre d'Altera déjà choisi? Parce qu'il sait que l'archevêque est resté à Nox pendant 1 mois avant de venir à Siron et qu'il restera aussi à Most pour la même durée. Tout cela pour retarder la visite à Vince autant que possible, même si c'est une ville présente sur l'itinéraire défini. Puisque si un incident se produit pendant le pèlerinage, c'est essentiellement une condamnation à mort pour un archevêque qui veut devenir cardinal. L'homme blond dit alors que dans ce cas, l'archevêque était au courant de la grippe et gagne du temps jusqu'à ce que la situation soit résolue. Fidalina déclare que le garçon est effectivement bon en analyse, comme on peut s'y attendre d'un mage théoricien. Amel dit qu'il comprend ce qu'Oscar dit. Cependant, il ne peut pas le parrainer officiellement car cela gênerait le financement d'autres sorts, mais il aimerait investir son argent personnel dans l'entreprise du garçon. En entendant cela, la femme au chapeau est choquée, mais le vice-maître lui dit que ça va, puis il demande à Oscar si 30 000 pêcheurs suffisent. Dans ses pensées, le protagoniste révèle que ce n'est même pas proche. Après la réunion, nous voyons Oscar dans la chambre de production de potions, déterminé à procéder avec le plan B, qui est de faire un échantillon du vaccin avec l'argent qu'il a reçu pour en obtenir plus de l'archevêque, car il vaut mieux prendre de l'argent de quelqu'un qui est désespéré. Puis Oscar déclare qu'il est temps de faire monter la température. Quelque temps plus tard, nous voyons le garçon observer un liquide rouge dans un flacon. En transférant la substance ailleurs, il dit que le moment est venu. Et en retirant ses lunettes de protection, il montre sa satisfaction avec ce qu'il a créé, déclarant que, comme on dit, un vrai maître garde toujours sa classe. Le garçon à la barbe bleue s'approche, portant plusieurs sacs et criant que son dos va se casser, mais qu'il a obtenu toutes les herbes médicinales nécessaires, demandant quelque chose à boire juste après. Le protagoniste dit qu'il a une potion de récupération de fatigue et la donne au jeune homme, qui le remercie. Après l'avoir bu, il dit que la potion était savoureuse et chaude et demande si le garçon vient de la préparer. En regardant les herbes, Oscar dit oui et le garçon dit alors qu'il a choisi les meilleurs ingrédients. Souriant, notre garçon dit que son ami devrait devenir marchand à cause de son bon œil. Le jeune homme dit alors que c'est son plan pour quand la tour se brisera, mais finit par recevoir une pichenette sur la tête de la part d'Oscar qui dit qu'il n'a pas pu s'en empêcher. Avec une main sur la tête, le jeune homme demande ce qu'il doit faire maintenant, puisque Fidalina lui a ordonné d'aider le protagoniste. Notre garçon déclare alors qu'ils peuvent commencer par déplacer les ingrédients, même s'il sait au fond de lui qu'il n'a pas besoin d'un assistant. Dans ses pensées, il dit que la Tour Blanche est pleine d'enfants talentueux mais problématiques, qui s'ils s'unissaient, contribueraient grandement au renforcement de la tour. Et l'une de ces personnes est Frank Sirius. Le garçon à la barbe bleue demande alors si les choses qu'il a achetées sont toxiques. Nous découvrons qu'il parle de muguet noir, de camélia rouge, de champignons fantômes et de myrrhe. Notre garçon dit que ce n'est pas parce que les éléments sont toxiques qu'ils ne peuvent pas être utilisés comme médicaments après certaines procédures, comme par exemple faire bouillir les herbes pendant environ 12 heures, le seul problème étant que les nutriments disparaissent aussi. Oscar demande alors à Frank s'il connaît un plat appelé dumplings, utilisé pour faire des raviolis à la vapeur. Le jeune homme dit que oui et le protagoniste dit ensuite qu'avec ce plat, il est possible de retirer le poison des herbes tout en conservant les nutriments. Choqué, le garçon dit que, dans ce cas, monopoliser le marché des potions devrait être possible. Notre garçon est d'accord, et après un certain temps, nous voyons que les ingrédients sont ramollis, ce qui facilite la détoxification. Activant sa magie de drainage de l'air, le protagoniste commence le processus, créant un nuage de vapeur rose tout en disant que maintenant il s'agit juste d'extraire les toxines de cette fumée. Concentré, il demande à Frank de faire attention. Après avoir séparé la toxine, le garçon déclare que le reste de la vapeur est propre, donc il suffit de tout mélanger dans la bonne proportion, ce qui donne le remède contre la grippe Cadena. Frank reste bouche bée, mais Oscar dit qu'il est temps pour lui d'essayer. Pensant à lui-même, le garçon révèle qu'il ne peut pas utiliser différents types de magie en même temps, mais il ne peut pas le dire au protagoniste. En observant tout, le mage aux cheveux noirs remarque que le contrôle du garçon semble instable, mais pas mauvais. Cependant, c'est tout. Incapable de terminer le processus, Frank demande si le garçon se moque de lui, car il est nécessaire d'être au niveau 4 ou 5 pour faire cela, mais il est encore au niveau 3. Le protagoniste dit alors que le garçon devrait penser au processus comme à la configuration de parties dans son esprit, où du côté gauche, il utilisera la magie A et du côté droit, la magie B.
Demandant à Frank d'essayer à nouveau, notre garçon dit qu'il n'a rien à perdre. Finalement, le processus semble commencer à fonctionner, laissant le garçon impressionné car maintenant il ne sait pas comment effectuer un double sort, ce qui n'était même pas si difficile. Confus, Frank demande pourquoi personne ne lui a jamais enseigné cette technique, et Oscar dit que c'est parce que ceux au sommet sont avides. Révélant ses pensées, c'est une tradition de ne pas enseigner gratuitement une technique qui a demandé beaucoup d'efforts aux nouveaux venus. Cependant, sur le champ de bataille, cela devient un obstacle, car la survie dépend du partage des techniques. Ce qui signifie que maintenant la Tour Blanche a besoin d'un enseignement interactif et d'un échange de connaissances. Souriant, Oscar dit que le garçon est très talentueux, car il ne s'attendait pas à ce qu'il réussisse du premier coup. Frank dit que c'est parce qu'il l'a si bien expliqué, mais qu'il manque encore beaucoup d'ingrédients et qu'il doit commencer à les préparer. Entendre cela rend le protagoniste fier de son travail. Quelques heures plus tard, nous voyons 514 bouteilles prêtes, et le garçon aux cheveux bleus sur le sol complètement épuisé. Soudain, Maxime entre dans la pièce, avertissant qu'ils ont un problème, car la Tour Bleue a confirmé une visite à Sérène il y a 1 heure, avec l'intention de rencontrer l'archevêque Baldwin, ce qui signifie qu'ils sont en retard. En réfléchissant, le protagoniste dit qu'apparemment l'archevêque avait un plan. Inquiet, Laney dit que si la société pharmaceutique obtient le contrat, leur médicament deviendra inutile. Mais en consolant Frank, il dit qu'il y a des moments dans la vie où l'on n'a simplement pas de chance. Oscar dit alors que ce n'est pas encore fini, car s'il se souvient bien, la grippe Cadena est classée comme une catastrophe de rang B. Par conséquent, il y a quelque chose qu'ils peuvent essayer. Pendant ce temps, dans un hôtel de la ville de Sérène, on voit quelqu'un dire à l'archevêque que les invités sont arrivés. En sirotant du thé, Baldwin dit qu'ils peuvent entrer. Moira Main, mage de niveau 5 de la Tour Bleue, et Neil Bryan, directeur général de la société pharmaceutique Newtech, apparaissent. En désignant le canapé, l'archevêque leur dit de s'asseoir, puis demande comment se passe la production du médicament contre la grippe. Souriant, Mann dit que tout se passe bien. L'homme demande alors la date de livraison estimée, apprenant qu'il ne reste que la phase des essais cliniques. Neil dit ensuite que s'ils obtiennent de bons résultats, ils recevront l'approbation de l'administration impériale des aliments et médicaments. Cependant, l'autre mage dit que, comme l'archevêque doit le savoir, les essais ne se terminent pas en 1 jour ou 2. Mais ils promettent de finir dans 6 mois, ce qui choque Baldwin. Avec colère, l'homme déclare qu'il doit aller à Vince dans 4 mois. Soudain, quelqu'un dit qu'un autre mage demande à entrer. L'archevêque ordonne de le laisser entrer, tout en demandant à Maine pourquoi il n'a pas dit que d'autres personnes venaient. Mais le garçon dit que personne d'autre ne les accompagne. Nous voyons des bots entrer dans la pièce et nous découvrons que la personne est Oscar, qui, après avoir salué, déclare qu'il est là pour faire une offre. Surpris, l'archevêque demande ce qui amène un mage de la Tour Blanche ici. Notre garçon dit alors qu'il aimerait parler de la vente du remède pour la grippe de Cadena. En entendant que les 2 autres sont là pour la même raison, le garçon demande s'il est arrivé trop tard. Baldwin dit que non, puisque le groupe de la Tour Bleue n'est toujours pas prêt. Oscar dit alors que dans ce cas, la Tour Blanche est. Agacé, Main dit que le garçon ment, car sa tour n'a ni argent ni technologie. L'archevêque demande le nom de famille du protagoniste, qu'il donne rapidement, puis demande s'il dit la vérité. En posant une petite boîte sur la table, le garçon dit qu'il n'oserait pas mentir à un archevêque de l'ordre d'Eltera. C'est pourquoi il a apporté un échantillon. En souriant, l'homme demande combien de doses et pour quand la Tour Blanche pourrait en produire davantage, puis réprimande le mage de la Tour Bleue, qui avait commencé à lui crier dessus. Nerveusement, Main dit que dans ce cas, c'est bon, et il demande au protagoniste s'il a obtenu l'approbation de la FDA de l'Empire. Notre garçon dit non. Souriant, le jeune homme dit que, comme il s'y attendait, la situation de la Tour Blanche n'est pas différente de celle de sa propre tour, et que les vaccins seront produits dès que l'autorisation sera accordée. Finalement, il demande à l'archevêque de bien réfléchir à la tour avec laquelle il conclura l'accord. Sans aucune crainte, Oscar dit qu'il est intéressant d'entendre le jeune homme parler comme si la Tour Bleue avait un grand héritage, surtout devant un mage de la Tour Blanche. Entendre cela finit par irriter Moira, qui ordonne au garçon de retirer ce qu'il a dit. L'ignorant, le protagoniste demande quelle tour a été établie en premier, selon l'histoire, et que la différence de 5 ans est un écart que les maîtres de la Tour Bleue ne pourront combler même en 10 000 ans, puisque c'est la Tour Blanche qui détenait le monopole du marché des potions il y a seulement 20 ans. Le garçon de l'autre tour dit alors que personne ne se soucie du passé. Notre garçon demande alors si c'est vraiment le cas, ou si c'est juste sa façon de penser, tandis que Main et Neil se demandent quel genre d'ordre c'est. En terminant la conversation, le protagoniste dit que dans ce cas, il devra faire en sorte que le mage se souvienne. Soudain, quelqu'un entre dans la pièce, déclarant qu'il y a un appel urgent du seigneur de la ville de Vince. Baldwin répond, et l'homme à l'autre bout le remercie pour sa gentillesse inestimable pour avoir envoyé le remède contre la grippe de Cadena dans sa région. Parce que l'ancien de la Tour Blanche l'a informé que l'archevêque l'avait préparé avec eux en secret, et que ceux qui ont pris le vaccin ont été guéris en seulement quelques heures, alors il voulait le remercier. Faisant semblant d'avoir réellement fait quelque chose, l'homme demande s'il y a eu des effets secondaires. Mais le seigneur dit non, et qu'il aimerait savoir quand le 2e lot sera disponible, puisque l'ancien de la Tour Blanche a dit que cela dépendait de l'archevêque. Souriant, Baldwin dit qu'il enverra le 2e lot dès qu'il sera prêt, ce qui ne devrait pas prendre longtemps. Une fois l'appel terminé, l'homme demande si c'était l'œuvre d'Oscar et confirme. Furieux, Main dit que cela va à l'encontre des lois de la FDA et que le garçon doit être puni. Le protagoniste demande s'il connaît même quelque chose aux lois en temps de guerre, mais le jeune homme lui ordonne de ne pas changer de sujet.
Dans ses pensées, le protagoniste conclut que les 20 dernières années ont dû être très paisibles, puisque plus personne ne s'en souvient. Très patiemment, il explique que l'arme la plus meurtrière pendant la guerre contre les démons était une pandémie, car même si les mages produisaient des médicaments rapidement, il fallait trop de temps à la Food and Drug Administration pour les approuver. C'est pourquoi le roi a promulgué une loi stipulant que les traitements pour les blessés en temps de guerre étaient considérés comme des traitements spéciaux, n'étant pas affectés par les lois impériales, ce à quoi Maine rétorque qu'ils ne sont pas en guerre en ce moment. Le protagoniste dit alors qu'il y a 3 cas dans lesquels une situation est considérée comme une guerre. Un, quand c'est entre nations. Un autre, dans le cas d'une révolution. Et le dernier, lorsqu'une catastrophe de classe B ou supérieure se produit. Puisque la grippe cadenat entre dans la dernière catégorie, il n'est pas nécessaire de suivre les lois de la FDA. Neil interrompt et dit à l'archevêque que si la tour blanche peut le faire, alors la tour bleue le peut aussi, donc ils enverront leur traitement à Vince. Cependant, Baldwin déclare que la course s'est terminée au moment où le traitement de la tour blanche est arrivé en ville, et puisque le seigneur local croit qu'il était impliqué, il ne peut pas simplement dire que ce n'était pas vrai. Insistant, Moore dit que dans ce cas, il baissera le prix des vaccins. Furieux, l'archevêque demande comment il ose essayer d'acheter son image avec de l'argent et qu'il ne veut pas entendre un mot de plus, alors les deux quittent son bureau. Maine se lève, les poings serrés, et en passant près d'Oscar, dit qu'il fera payer le garçon pour ça, tandis que le protagoniste se demande s'il a un manuel de réplique de méchant. Souriant, notre garçon dit simplement qu'il a déjà enregistré le brevet pour le traitement et le vaccin au palais, donc s'il veut vendre la version de la tour bleue, il devra payer des redevances à la tour blanche ou tout jeter. Rendant le mage encore plus furieux, il sort de la pièce, rouge de rage. Poli, Neil prend congé de l'archevêque et salue le protagoniste en passant devant lui, mais c'est à ce moment-là qu'Oscar remarque que l'homme a un parfum unique, très rafraîchissant, rappelant la menthe, ce qui signifie que le responsable de la mort de Cruciane vient de quitter la pièce. Même dans le silence, nous pouvons voir que la découverte a choqué le protagoniste. Cependant, Baldwin laisse échapper un rire et lui dit de s'asseoir afin qu'il puisse poursuivre les négociations. Allant droit au but, l'homme demande au garçon quel sera le prix, puisque la tour bleue demandait 2 millions de sinos. Souriant, notre garçon dit que s'il voulait 2, la tour blanche en voudra juste 5 millions. L'archevêque laisse échapper un rire pour cacher qu'il trouve cela cher, tout en demandant si le garçon est sérieux. Quelques heures plus tard, à la tour blanche, Fidalina est choquée de voir un chèque plein de zéros juste devant elle, ce qui est découvrir qu'Oscar a sécurisé 10 millions de sénos. Ayant le garçon, la femme dit qu'elle savait qu'il pouvait le faire, tout comme Maxime, qui dit qu'il croyait en lui depuis le début. Surpris, Amel demande comment cela s'est passé, car l'archevêque ne donnerait pas autant d'argent. Notre garçon dit alors qu'il y avait des frais supplémentaires. Dans ce cas, des frais de publicité. Nous découvrons que le garçon a facturé pour faire une annonce officielle de la Tour Blanche, disant que l'archevêque a reçu une révélation concernant l'épidémie de grippe, ce qui a accéléré la préparation des antidotes. L'homme a aimé l'idée et a décidé de payer 1 million de sénos pour un contrat en échange de la livraison du vaccin d'ici la semaine prochaine. Tenant le chèque, l'aîné dit que c'est incroyable et que le garçon a remboursé 400 fois ce qu'il avait détourné. Ainsi, les mesures disciplinaires prennent fin et une Fitilina ravie est d'accord. Oscar dit alors qu'il doit maintenant rassembler des mages de niveau 4 ou plus aussi rapidement que possible. Hamel dit qu'il s'en occupera, puis demande à la femme au chapeau de mettre une annonce dans la tour de magie pour informer que le laboratoire de potions recherche des mages de niveau 4 ou plus et que les participants seront payés. Quelques heures plus tard, nous voyons des mages rassemblés et apprenons qu'en plus du paiement, un repas à base de viande a été offert. Frank et Oscar arrivent enfin sur les lieux. Sans hésitation, notre garçon attire l'attention de tout le monde. Cependant, personne ne semble écouter. Impatient, il décide de siffler en utilisant sa magie de liaison sonore, ce qui pousse tout le monde à se boucher les oreilles à cause du bruit tout en demandant ce que c'est. Notre garçon dit alors que tout le monde a été appelé là pour produire des vaccins contre la grippe cadenat. Comme il est considéré comme un génie, les autres mages se demandent pourquoi le garçon demande de l'aide. Oscar entend cela et écarquille les yeux. Il demande à Frank pourquoi ces gens ne l'aiment pas et le garçon lui dit de réfléchir à ses actions récentes. Comme ça, par exemple, gaspiller les ressources de la tour sans mener de recherche et utiliser l'argent pour se saouler. Soudain, un mage s'approche et demande comment ils vont fabriquer le médicament si les méthodes de la tour blanche ont été perdues. Oscar dit qu'il a tout récupéré, laissant tout le monde choqué, y compris la jeune femme blonde qui demande si les effets de l'antidote ont été vérifiés. En confirmant, le protagoniste révèle qu'un contrat a également été signé. La jeune femme dit alors que la tour a dû recevoir une fortune, puis se demande pourquoi le garçon leur fait suffisamment confiance pour partager des informations aussi précieuses. Honnêtement, le protagoniste dit qu'il ne sait pas pourquoi ils sont encore dans la tour blanche. Agacée, la mage blonde demande si c'est ainsi que quelqu'un qui a besoin d'aide devrait agir, disant qu'elle vient de perdre son temps en venant ici et qu'elle ne sait pas ce que le grand génie voulait dire par là, mais que personne ne mérite d'entendre ça. Cependant, notre garçon dit qu'il sait exactement ce que chacun d'eux a sacrifié pour la tour blanche, ce qui fait que la jeune femme s'arrête de marcher et se retourne. Le garçon dit alors qu'elle est Lena White, mage de niveau 5, qui a rejeté toutes les offres pour rejoindre d'autres corporations, puis parle de Harut Dryan, qui a également refusé un poste de mage royal, et de Descartes Rain, qui a refusé un rôle d'instructeur. À propos de Sephia Rose, Oscar dit que la jeune femme a refusé une offre pour aller à la Tour d'Or malgré son grand talent en alchimie créative. Il déclare ensuite que si une offre similaire lui avait été faite, il ne sait pas s'il l'aurait refusée, mais aucun d'eux n'a abandonné la Tour Blanche. Surpris, Lena demande si les anciens étaient au courant des réunions de recrutement.
Le protagoniste dit oui, mais il n'avait pas d'autre choix que de faire semblant de ne pas savoir pour ne pas les surcharger, car la Tour Blanche traverse son hiver le plus froid. Et dans cette situation, ils auraient tous pu aller quelque part de plus chaud, mais ont choisi de rester dans le froid. Donc, s'il ne peut pas leur faire confiance en tant que mage, il ne peut faire confiance à personne. Mais si aucun d'entre eux ne veut participer, alors lui et l'autre mage de bas niveau à côté de lui auront beaucoup de travail à faire. Frank demande si le garçon parle de lui, tandis qu'Oscar lui dit de s'approcher pour commencer à travailler. Faisant un spectacle dramatique, le protagoniste met ses lunettes de protection. Soudain, Elena s'avance, tout comme les autres, qui demandent par où il devrait commencer. Le garçon à la barbe bleue dit qu'il n'aurait jamais imaginé qu'Oscar convaincrait quelqu'un juste avec ses mots. Notre garçon sourit et, redevenant sérieux, informe tout le monde que la viande ne sera pas du porc, mais du bœuf. En entendant cela, tout le monde crie et célèbre. Après cela, nous apprenons que les vaccins et les antidotes ont été créés avec succès. Une semaine passe depuis ce jour et nous voyons Oscar marcher dans la serre, heurtant une feuille d'apparence étrange, concluant que cela ne peut être que l'œuvre de Wilter. Il doit être de retour. Assis sur une chaise, le protagoniste décide de lire le journal. Il découvre que le territoire de Vince a annoncé la fin de la pandémie. De plus, nous voyons qu'Oscar a été nommé pour le prix de la paix. Souriant, il dit que tout se passe comme prévu. Soudain, Frank apparaît, criant son nom pour annoncer que les commandes de vaccins continuent d'affluer de partout, même de la famille impériale. Le protagoniste dit que s'ils tiennent à leur vie, bien sûr, ils voudraient les vaccins. Arrêtant la célébration, le garçon aux cheveux bleus demande qui achètera les vaccins une fois que tout sera terminé. Oscar dit alors qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter pour l'argent parce qu'il a préparé une potion qui sera toujours demandée. Voyant la cupidité du garçon, notre protagoniste a dit que les potions vendues sont de bas et moyen rang parce qu'il n'est pas encore temps de créer la potion de niveau étoile, qui est censée ramener les morts à la vie. Dans ses pensées, le protagoniste déclare qu'il ne le fera pas tout de suite car il doit d'abord renforcer la Tour Blanche, puis demande à Frank de rassembler des matériaux pour les autres tâches, comme les feuilles de lentus et les tiges de chion. Choqué, le garçon dit que ces ingrédients seront difficiles à trouver car cela fait un moment que les champs d'herbes où poussaient ces plantes ont été submergés. Quelque temps plus tard, nous voyons qu'Oscar a décidé d'aller voir de ses propres yeux et choisit d'emmener Frank avec lui. Frustré, le garçon demande s'il était vraiment nécessaire de marcher jusqu'à un endroit que la calèche ne pouvait pas atteindre. Le protagoniste dit alors au jeune mage de se détendre. Il ne reste que 10 miles pour découvrir que cette unité de distance n'a pas été utilisée depuis des lustres, laissant Frank perplexe. Bouche bée, notre garçon se demande s'ils ont aussi supprimé les livres, ce qui, bien que plus difficile, rendait les calculs plus amusants. Soudain, le garçon aux cheveux bleus dit qu'il voit l'entrée. Les deux s'approchent d'une cabane. À travers la fente d'une porte, un homme au regard sombre demande si le garçon a marché jusqu'ici. Frank dit oui, parce que la calèche ne va que jusqu'à l'entrée. Soudain, d'autres carrosses commencent à arriver, montrant que ce n'est pas vrai. Et dans l'un d'eux, un homme en costume blanc et lunettes demande si l'homme dans la maison est intéressé à vendre son terrain. L'homme aux cheveux gris et à la barbe ouvre la porte, disant qu'il ne vendrait pas son terrain même s'il lui offrait le château de Misrilo. Yevorpol dit alors que jouer les difficiles n'est mignon qu'au début. S'il meurt, personne ne gardera la terre. Agacé, Ivan dit qu'il est d'accord tant que cela ne va à personne. Persistant, l'homme en costume blanc dit qu'il ferait mieux de vendre bientôt avant que la valeur du terrain ne baisse quand les usines s'installeront. Imperturbable, Ivan dit que tant qu'il sera là, aucune usine ne sera construite. N'ayant rien d'autre à faire, Paul dit que dans ce cas, il s'en ira. Et avant de monter dans sa voiture, il dit qu'il a marché sur des herbes en entrant. Donc voici l'argent pour couvrir les dégâts. Après avoir jeté une liasse de billets, l'homme s'en va en voiture en saluant de la main. Dans la voiture, il demande à ses hommes ce que les mages de la Tour Blanche, vus à côté d'Ivan, voulaient là-bas. En apprenant que la tour a fait fortune en vendant des vaccins, Paul devient très intéressé, encore plus après avoir entendu le montant total. Soudain, il frappe le chauffeur avec le journal, puis demande pourquoi il n'en entend parler que maintenant. Dans ses pensées, l'homme d'affaires déclare qu'il ne peut pas laisser Ivan obtenir le soutien de la Tour Blanche. Si cela arrive, il ne vendra jamais le terrain. Se tournant vers l'arrière de la voiture, il demande à un autre homme en costume s'il peut engager les mêmes mercenaires que la dernière fois. Quand son homme de main objecte, il le frappe avec le journal, disant qu'il suffit de tuer Ivan et de le déclarer disparu. L'homme demande alors ce qui se passera si les mages de la Tour Blanche décident de rester à la ferme d'herbe. Paul dit qu'ils peuvent aussi être éliminés. Après tout, quel est le pire qui puisse arriver, puisqu'il n'y a maintenant que 3 tours magiques parce que la Tour Blanche a fait faillite. Plus tard, nous voyons Frank allongé dans l'herbe, disant qu'Ivan est une bonne personne puisqu'il les a laissés rester et les a même nourris. En regardant les étoiles, Oscar est d'accord. Nous revenons quelques instants plus tôt lorsque le vieil homme leur a dit qu'ils devraient dormir là, car partir à cette heure pourrait être dangereux. Curieux, le protagoniste demande comment il a réussi à tenir si longtemps. L'homme dit alors que Paul est en fait celui qui est désavantagé, car c'est lui qui est un atout culturel reconnu dans la culture des herbes. Et pour cette raison, il reçoit la protection de la famille impériale. Notre garçon dit alors que s'il avait vendu la terre, il aurait fait fortune. Ivan répond que le garçon pose une question évidente. Il ne vend pas sa terre parce qu'il l'aime. C'est sa maison depuis sa naissance et le sera jusqu'à son dernier souffle. De retour au présent, Frank dit que c'était un peu mignon comment Ivan s'est embarrassé et est rentré à l'intérieur. En changeant de sujet, le jeune homme dit que les étoiles là-bas sont si brillantes qu'il en est jaloux. Il se demande toujours ce que c'est que de vivre une vie aussi brillante, quelque chose qu'un génie comme Oscar doit comprendre. Notre garçon répond que son ami est très talentueux aussi,
Frank le remercie, mais dit que ce ne sont que des mots vides. Le protagoniste n'est pas d'accord. Il n'est pas du genre à faire des compliments vides en premier lieu, et en le regardant, il ne comprend pas pourquoi Crushing a dit que le garçon était problématique. En regardant le ciel, il dit qu'il pouvait voir des étoiles au milieu de Suran, ce qui n'est plus possible à cause de l'éclairage public. Intrigué, Frank dit que c'était il y a longtemps, puis demande s'il est vraiment possible de relancer l'industrie des herbes de la ville. Souriant, Oscar dit qu'il le croit, mais qu'ils devront discuter des détails avec Ivan le lendemain. Soudain, quelque chose attire l'attention du protagoniste et il se retourne rapidement, surprenant le garçon aux cheveux bleus. Notre garçon dit alors qu'ils ont de la compagnie, et dans ses pensées confirme que puisque Frank ne l'a pas senti, le groupe ne doit pas avoir de bonnes intentions. Disant au garçon de se lever, il dit qu'ils doivent se préparer à accueillir leurs invités. Nous voyons un garçon aux cheveux verts courir, se plaignant des ordres de Devor Paul. À côté de lui, un vieil homme dit qu'il se moque des conséquences. L'argent règne. Une autre figure s'approche et leur dit de se taire et de rester vigilants. C'est Jack, un membre du gang des Pistoleros, qui dit qu'il sait qu'un mage pourrait être à proximité. Le garçon aux cheveux verts demande s'il doit entrer dans la maison, car, étant donné le silence, Ivan doit déjà être endormi, ce qui rendrait la mission encore plus facile. En regardant autour, il remarque qu'aucun président de mage ne s'énerve. Il voulait un combat. Soudain, quelque chose le fait se retourner. Nous voyons la main d'Oscar conjurer un sort appelé balle de vent, qui frappe instantanément la tête du garçon. Sortant de sous les draps, notre garçon dit que ce sort est vraiment utile, puis révèle que c'est Crucian qui l'a écrit. En sortant par la porte, le protagoniste dit qu'il n'en reste plus que 3. Soudain, ses yeux s'écarquillent, réalisant qu'il n'en reste en fait que 2. Jack demande ce qu'il a fait à Max. Faisant un geste de silence, le protagoniste dit que le gars dort et ne se réveillera probablement pas de sitôt, pour ne pas dire qu'il est dans un sommeil éternel. Le vieil homme maudit Oscar, tandis que le roux exige l'emplacement d'Ivan en échange de lui épargner une contre-attaque. Surpris que ses ennemis ne tombent pas dans la provocation, notre garçon dit simplement au duo de ressentir les émotions qu'il réprime. Acceptant le défi, Jack ordonne au vieil homme de finir le garçon. Il obéit instantanément. Mais d'un claquement de doigts, le protagoniste parvient à se défendre, faisant sourire le vieil homme, impressionné par sa rapidité. Malgré cela, l'adversaire continue d'attaquer, affirmant que le garçon ne savait pas qu'il n'avait pas qu'une seule arme. Quel dommage. Prêt à se défendre à nouveau, Oscar dit que le combat se termine ici, même si c'est une corvée. Plus que ce qu'il attendait, nous voyons le vieil homme essayer de bloquer les balles tirées par notre garçon tout en pensant qu'il est incroyable que le gamin ne soit pas ébranlé même après avoir été pris au dépourvu. Et pire, ose encore tirer avec finesse. Moqueur, le protagoniste dit que l'arme de l'homme n'est ni unique ni même si nouvelle. Soudain, une frappe l'interrompt et le force à battre en retraite, tandis que son adversaire demande qui il pense se moquer. Sorti de nulle part, le vieil homme est abattu alors que plusieurs autres balles volent vers le bouclier d'Oscar, qui commence à se fissurer, le laissant inquiet. Nous voyons que Jack est responsable. Il dit que c'est vraiment dommage. Si le garçon avait baissé sa garde un peu plus, il aurait certainement été touché, révélant ensuite que le vieil homme n'était qu'un subordonné qui peut être facilement remplacé. Dans ses pensées, le protagoniste remarque que c'est exactement pourquoi les criminels sont terrifiants, puis se demande quel genre d'arme c'est. En rechargeant des balles, l'homme aux cheveux rouges dit que tout ce qu'Oscar a besoin de savoir, c'est que le pistolet était très cher. Oscar demande alors si des sorts d'accélération, d'amélioration et de pénétration sont imprégnés dans le revolver. Avec un regard sombre, Jack demande comment il le savait. Notre garçon dit alors qu'il l'a compris après avoir échoué à bloquer les balles. Souriant, l'homme dit qu'il est arrogant, mais tout de même talentueux. Il demande ensuite si Oscar ne voudrait pas travailler avec lui puisque la paie est bonne. Notre garçon refuse, disant que l'arrière de sa tête commencerait à le démanger. D'accord, Jack dit que dans ce cas, il n'y a pas de raison de continuer à parler. Accroupi derrière les clôtures, le protagoniste se demande dans quel état se trouve ce type et le précédent maître de la tour, car il doit trouver un moyen de s'échapper, même avec sa mana à moitié. La seule ouverture qu'il a est le délai de rechargement de l'arme de Jack, qui prend 1,4 secondes. Voyant un homme le chasser, il dit qu'il doit juste faire en sorte que Jack gaspille sa dernière balle avant le prochain rechargement. Il décide alors d'utiliser sa magie d'accélération et se précipite en avant. Jack remarque rapidement le garçon qui s'approche et se prépare à tirer à nouveau, déclarant qu'aucun humain ne peut vaincre la trinité gravée dans son arme. Alors qu'il tire, regardant le projectile se diriger vers le bouclier d'Oscar, l'homme aux cheveux roux sourit, pensant que c'est fini. Mais il ne réalise pas que le protagoniste prépare aussi une attaque avec ses balles de vent, car Jack est trop distrait en rechargeant, se demandant encore comment le garçon a esquivé son tir. Soudain, il remarque que le bouclier a disparu. Mais c'est trop tard. Oscar est déjà assez proche pour lui tirer entre les yeux. Tout ce que Jack peut demander, c'est comment c'est possible. Le protagoniste dit alors qu'il ne comprendrait pas même s'il entendait l'explication. Et ainsi, après avoir vaincu son adversaire, il décide d'inspecter le revolver, qui avait été extrêmement irritant en raison de ses triples enchantements. Dans ses pensées, le protagoniste admet que l'arme est incroyable. Les balles n'ont pas percé son bouclier uniquement parce qu'il l'a renforcé, réduisant la friction et augmentant l'amélioration interne. Mais si cela n'avait pas fonctionné, il serait certainement à terre. Donc, il devrait étudier davantage les armes modernes. La deuxième priorité, bien sûr, est de sauver Frank et Ivan, car il est certain qu'il y avait 4 ennemis. Et comme il en a géré 3, il en reste 1. Donc, tout ce qu'il peut faire, c'est prier pour que son ami tienne un peu plus longtemps. Nous voyons le garçon aux cheveux bleus supplier Ivan de partir, puisqu'il ne pourra pas se battre correctement s'il doit s'inquiéter pour lui.
Ivan acquiesce et, en reculant, demande au garçon de faire attention. Devant Frank, un autre homme dit qu'il raconte de jolis petits mensonges. Le garçon demande alors pourquoi son adversaire n'a pas poursuivi Ivan. En souriant, l'homme aux yeux jaunes demande quel genre de personne resterait derrière juste pour survivre seul. Il déclare ensuite que le vieil homme est en effet sa cible, mais qu'il a toujours été curieux de savoir ce qui rend un mage si spécial. Donc, il veut éliminer Frank en premier. Il charge, mais le garçon aux cheveux bleus parvient à esquiver. Se rapprochant à nouveau, l'ennemi dit que c'était trop facile et demande au garçon de faire quelque chose de plus audacieux et de lui montrer pourquoi tout le monde craint les mages des 4 grandes tours. Alors qu'il réussit à porter un coup, l'homme réalise que quelque chose ne va pas, car cela ne ressemble pas à frapper un humain. Nous voyons que Frank a réussi à attraper l'arme de son adversaire d'une main et à riposter de l'autre. L'homme s'effondre au sol, du jus de fraise s'écoulant de sa bouche. En s'excusant, le garçon aux cheveux bleus dit qu'il a une condition un peu unique, tout en montrant une claire surprise de ce qu'il vient de faire et en manquant de peu de marcher sur l'homme en avançant. Oscar, qui a tout observé en se cachant, réalise que Frank est un type spécial de mage, car il a la magie de transformer une partie de son corps en vent, ce qui le rend immunisé contre les attaques physiques. Émerveillé, il pense qu'il n'a vu cette magie rare que dans de vieux livres, dans des archives qui parlaient du 7e maître de la tour de magie, qui était un mage spécial et possédait le même type de pouvoir. Frank est surpris lorsqu'il voit le protagoniste s'approcher. Oscar dit qu'il a fait du bon travail, puis demande où il a laissé Ivan. Pris de panique en se souvenant de l'homme, Frank commence à crier son nom. Toujours pensif, Oscar réfléchit que s'il entraîne Frank, le garçon développera une compétence puissante qui pourrait rivaliser avec des dizaines de grands mages. À l'aube, nous retournons à la cabane du vieil homme, où Ivan, en serrant le garçon aux cheveux bleus, dit que sans lui, il n'aurait jamais revu le lever du soleil. D'accord, le protagoniste dit que si ce n'était pas pour Frank, les choses seraient devenues vraiment compliquées, rendant le garçon si timide qu'il rougit. Frank demande si tout est fini maintenant, mais Ivan dit non, car Paul n'abandonnera pas après une seule tentative, surtout avec cela étant la meilleure terre de Saren, et parce que la fertilité des autres terres a drastiquement diminué à cause des usines. Si l'industrie commence à se développer près de ces champs, le jour viendra peut-être où la résistance ne vaudra tout simplement plus la peine. Parce que si le sol devient infertile, il ne pourra plus cultiver d'herbe. Oscar dit alors qu'il a une question à poser. Il veut savoir si un homme est si loyal à la Tour Blanche à cause d'une promesse qu'il a faite au 4e maître, Reynold. Surpris, Ivan écoute le protagoniste dire qu'autrefois, les herboristes étaient aperçus très différemment. Considérés comme des sorcières, ils menaient une vie nomade pour éviter d'être capturés, jusqu'au jour où le 4e maître de la Tour Blanche est apparu et les a accueillis, les invitant à venir à Saren, qui serait leur foyer éternel et l'endroit où personne ne les mépriserait. Feignant la modestie, Oscar dit qu'il a lu l'histoire dans un livre. Souriant, Ivan dit qu'après cela, les herboristes de tout le continent ont commencé à se rassembler à Saren et que la Tour Blanche leur a donné un foyer et de la fierté pour leur peuple. C'est pourquoi il ne pourrait jamais les abandonner. S'inclinant devant l'homme, le protagoniste le remercie pour ses années de service, disant que la Tour Blanche le soutiendra à partir de ce moment. Ivan dit ensuite que si quelque chose lui arrive, la famille impériale agira, mais il n'est pas sûr qu'ils arriveraient à temps. Oscar lui dit de ne pas s'inquiéter, car la famille se déplacera aussi vite que la lumière, car c'est le jour même où il va les rencontrer pour signer l'accord sur le vaccin. Pendant ce temps, dans le bureau de Paul, on entend quelqu'un crier depuis une pièce, tandis qu'un groupe d'individus en uniforme sombre dit à quelqu'un de ne pas bouger. Nous voyons que, devant Paul, se tient le surintendant principal Walker du ministère impérial des Affaires intérieures. L'homme en costume blanc est par terre, paniqué. Walker l'informe alors qu'il est en état d'arrestation pour tentative de meurtre, chantage et une longue liste d'autres crimes. Paul commence à crier, affirmant qu'il est innocent et que tout cela est une erreur, mais Walker dit qu'ils seront les juges. Doux et froid, Paul réalise que ce n'est pas quelque chose qu'il peut gérer seul. Il doit contacter quelqu'un en particulier. Essayant de gagner du temps, il demande la permission de fumer un cigare. Refusé, Walker ordonne aux gardes de le menotter et de le traîner dehors. Désespéré, Paul crie que c'est une erreur et demande à Walker s'il sait qui est derrière lui. Le surintendant répond qu'il ne sait pas, mais si c'est le cas, cette personne ferait mieux d'être plus forte que l'empereur lui-même. Paul cesse de résister et accepte d'être emmené, tandis que le surintendant fume son cigare. Après tout, les criminels ont bon goût. Un autre garde s'approche et demande qui était responsable d'avoir effectué une arrestation comme celle-là en seulement un jour. Walker dit que l'ordre vient d'en haut, car l'empereur aime la Tour Blanche. Mais cela, ajoute-t-il, est une affaire d'adultes. Regardant par la fenêtre, le chef de l'armée se demande pourquoi son supérieur a encore autant d'affection pour la tour, étant donné que l'endroit n'a ni la capacité ni le droit de recevoir ce genre de traitement spécial. Sans quitter la fenêtre des yeux, il demande quel âge a Dolan. En s'approchant, le jeune homme répond qu'il a 23 ans, ce qui signifie qu'il y a 20 ans, il avait 3 ans, tandis que Walker en avait 12, juste assez pour être témoin du moment où l'humanité a acquis la véritable liberté après la victoire dans la guerre contre les démons. Tout cela grâce à l'existence de la Tour Blanche. Pour cette raison, ses supérieurs gardent encore leurs attentes vivantes concernant cet endroit. En se retournant, l'homme informe le garçon qu'ils doivent s'arrêter à un autre endroit car la mission n'est pas encore terminée et maintenant ils doivent aller à l'ouest pour donner un ordre aux usines près de la rivière Bluff afin de les empêcher de déverser illégalement des polluants.
Walker révèle dans ses pensées qu'il vient d'ajouter cet arrêt parce que même s'il ne connaît pas la Tour Blanche, c'est sa façon de remercier les mages de l'endroit pour avoir affronté le gang du tireur Jack. Nous retournons voir la tour, où Oscar et Frank célèbrent la victoire. Le protagoniste dit qu'il va rencontrer le vice-maître de la tour et demande si son ami veut l'accompagner, le laissant dans un léger état de choc. S'échappant, Frank dit qu'il a un rendez-vous et prend congé. Amal s'approche et demande s'il a vu le garçon aux cheveux bleus ici il y a quelques secondes, et notre garçon confirme. Il explique ce qui s'est passé et en souriant, le vieil homme dit que de toute façon, Oscar a résolu quelque chose d'important cette fois. Alors, il aimerait en savoir plus sur la mission dans ces quartiers, et le garçon dit qu'il était en route. Ils se dirigent tous les deux vers la tour. Rapidement, le protagoniste réalise que quelque chose ne va pas. Amel demande alors s'il a entendu parler de Frank. Notre garçon le nie et demande ce qui s'est passé, et le vieil homme dit qu'il a reçu un message de la famille Sirius pour informer qu'ils acceptent le garçon. Confus, Oscar demande si le jeune homme a accepté de quitter la Tour Blanche. Amel dit qu'il n'est pas sûr, car le message disait que les négociations seraient désormais menées avec Frank, donc il ne connaît pas les détails. Ensuite, nous voyons le jeune homme aux cheveux bleus dans sa chambre quand quelqu'un frappe à la porte. En entendant qu'ils peuvent entrer, Oscar apparaît et demande qui est Grant, le plus jeune fils de la plus grande entreprise de l'empire commercial Frank Sirius, et ce que le jeune homme prévoit de faire. S'excusant, Frank dit qu'il doit retourner à son poste dans l'entreprise, puis épouser quelqu'un qu'il ne connaît pas, mais qui aidera sa famille. Le protagoniste demande si le garçon est d'accord avec cela, et il dit oui. Après tout, la fille est jolie, gentille et issue d'une famille noble. Notre garçon dit alors qu'il ne parle pas du mariage, mais plutôt du fait qu'il abandonne la magie. En faisant sa valise, Frank dit qu'il ne peut rien faire. Après tout, même s'il pensait être très spécial, il est allé à la tour la plus faible avec des ambitions très élevées, mais il ne peut même pas subvenir à ses besoins, donc il comprend la perspective de sa famille qui veut qu'il retourne dans l'entreprise. Oscar attire l'attention du garçon, et il demande si c'est parce qu'il a dit que la Tour Blanche était faible. Cependant, notre garçon dit simplement qu'il est talentueux. Le jeune homme le remercie, mais le protagoniste insiste sur le fait qu'il est sérieux et demande s'il aimerait essayer quelque chose pour être la tête du serpent. Soudain, le frère de Frank apparaît à la porte, le laissant choqué. L'homme dit qu'il a 5 minutes et qu'il attendra en bas pour qu'il puisse finir de dire au revoir. Sorti de nulle part, notre garçon demande combien il veut pour laisser le garçon aux cheveux bleus rester. Se retournant, l'homme demande qui il pense être pour poser cette question et Oscar se présente comme celui responsable de la création du médicament. Le frère de Frank se présente également comme Grant Sirius, le fils aîné, de la famille. Sans hésitation, notre garçon dit qu'il a une proposition à faire, mais l'homme dit que c'est trop imprudent car un enfant ne peut pas conclure un accord avec la famille Sirius. Debout, Oscar dit qu'il fera de Frank l'un des meilleurs mages de la Tour Blanche en 2 ans, ce qui sera très bon pour la famille. Sans montrer beaucoup de réaction, Grant demande quelle sera la pénalité en cas d'échec. Le protagoniste dit alors qu'il remettra les 50 prochaines années du vaccin et du médicament contre la grippe à sa famille, en s'assurant également que le vice-maître de la tour sera leur notaire. L'homme aux cheveux blancs demande ensuite pourquoi il fait tout cela pour Frank et si c'est juste par amitié. Notre garçon dit alors que c'est évidemment parce que le jeune homme en vaut la peine, donc il a besoin du garçon pour restaurer la réputation de la Tour Blanche à ce qu'elle était à son apogée en pas plus de 5 ans. Grant dit que même si le garçon est jeune, il ne semble pas si naïf en tant qu'homme d'affaires, mais qu'il ajoutera une condition, même s'il trouve l'offre bonne, car il accorde plus de valeur à la confiance qu'à l'argent et ne fait pas d'affaires avant que quelqu'un ne prouve sa valeur. Donc, il aimerait proposer un duel entre le garçon et un chevalier de niveau 5 qui est son garde, où il ne peut pas utiliser l'aptitude de l'épée IQ. Oscar réalise que Grant n'est pas prêt à abandonner Frank. En quittant la pièce, l'homme dit qu'il le verra demain à midi. Paniqué, le jeune homme aux cheveux bleus demande ce qu'il devrait faire maintenant et s'il est encore temps d'annuler. Après tout, son frère ne fait cela que parce qu'il veut voir Oscar se faire battre par colère. À sa surprise, le protagoniste déclare qu'il pense qu'il est possible de gagner le duel, puis demande au jeune homme s'il croit qu'un mage de niveau 4 pourrait gagner. Après tout, il est possible de faire passer un mage déjà établi du niveau 3 au niveau 4 en 24 heures, puisque Grant n'a pas dit qu'il devait gagner un prêt, juste prouver ses capacités. Par conséquent, il transformera Frank en mage de niveau 4 pour assurer son séjour à la tour. Nous sommes emmenés dans la salle d'entraînement au 40e étage, où le jeune homme aux cheveux bleus se sent incertain quant au plan. Confiant, Oscar demande simplement au jeune homme de maintenir sa posture naturelle et, les yeux fermés, de faire circuler le mana dans tout son corps. Soudain, la main de Frank commence à briller. En s'approchant, le protagoniste pointe des points stratégiques, montrant où se produisent les pertes de mana lorsque le jeune effectue le processus de circulation. Douteux, Frank demande s'il est vraiment possible de monter de niveau simplement en résolvant ce problème. Oscar dit oui, et que c'est quelque chose dont seulement 0,1% des archimages se soucient, donc son ami devrait pratiquer chaque matin. Puis Oscar submerge Frank avec tant d'explications. Même ainsi, le jeune homme dit qu'il a compris. Le protagoniste lui demande alors de montrer la magie qu'il a utilisée pendant le combat dans le champ d'herbe. En s'excusant, le mage dit qu'il ne peut pas, et non pas par manque de confiance, mais parce qu'il a peur. En entendant cela, notre garçon est intrigué. Frank révèle qu'il a failli mourir en utilisant ce type de magie, car en grandissant, il était de plus en plus sous pression de sa famille et a commencé à chercher quelque chose que personne d'autre ne pouvait faire. C'est ainsi qu'il a découvert qu'il pouvait transformer tout son corps en vent, ce qui le rendrait très puissant. Cependant, après avoir eu une pensée imprudente et pensé qu'il était prêt,
Il a fini par perdre le contrôle et a complètement échoué, ce qui a rendu son mana totalement incontrôlable. Sa chance a été que le maître de la tour passait par là et l'a empêché de cesser d'exister. Cependant, la sensation de son âme se brisant en centaines de morceaux le hante encore aujourd'hui, et il ne l'a utilisé que pendant le combat, car dans des situations dangereuses, la capacité s'active automatiquement, ce qui le fait se sentir pathétique. Oscar dit alors qu'il n'y a rien de pathétique à cela, puisque de nombreux mages rencontrent des problèmes similaires. Mais la solution la plus simple est qu'il apprenne à contrôler son mana d'une manière qui ne demande pas autant de son niveau. Frank demande ce que le garçon continue de dessiner sur le sol et s'il pense à conclure un pacte avec un démon. En le niant, Oscar dit qu'en réalité, il invoque un esprit du vent pour le transplanter dans le corps du jeune. Après un certain temps, nous voyons que Frank a accepté et crie maintenant pour appeler l'esprit du vent. Cependant, rien ne se passe. Le protagoniste dit que l'affinité du jeune avec les esprits est vraiment très faible. Le mage dit alors qu'il a senti une brise, mais Oscar affirme que c'était juste son côté. Mais il dit au garçon de ne pas être déçu, car peu d'humains ont une affinité spirituelle. Désespéré, Frank demande ce qu'il fera maintenant s'il ne peut même pas invoquer un esprit. Le protagoniste dit alors qu'il y a une autre façon, grâce à une cérémonie d'invocation d'esprit qu'il a apprise en visitant le royaume des elfes dans sa vie antérieure. Il demande au jeune de s'écarter, car il va essayer. Se positionnant au centre du cercle, le protagoniste déclare que le roi des esprits se souviendra de lui. Nous découvrons qu'il y a longtemps, le rituel n'était pas effectué dans une salle d'entraînement, mais devant le plus grand arbre du monde. En appelant l'esprit, une tempête de vent commence à se former, forçant Frank à protéger son visage avec ses bras. Soudain, l'esprit du vent apparaît et dit que c'est la première fois en 27 ans qu'Oscar l'a invoqué. Allant droit au but, notre garçon dit qu'il aimerait conclure un contrat et demande si l'entité a besoin de quelque chose. Cependant, l'homme dit qu'il n'est pas nécessaire d'être aussi formel, puis demande si le garçon va former un lien d'amitié avec l'esprit de plus haut niveau, Célestin. Le protagoniste le nie et dit qu'il aurait dû expliquer la situation plus tôt, car ce n'est pas lui qui a besoin d'un esprit, mais plutôt le jeune homme derrière lui. Le lendemain, dans la salle de duel, Grank demande si le vice-maître de la tour a bien dormi. Il répond qu'il l'a fait et qu'il est d'accord avec le contrat, puisque l'inventeur du remède est très têtu. Avançant, Lasley Morgan se présente comme un chevalier de niveau 5. Le protagoniste fait de même et il se serre la main. En expliquant le duel, Grank déclare que les deux jeunes hommes doivent essayer de prendre le collier de l'autre. Mais si 5 minutes passent et que personne ne gagne, il sera considéré que son chevalier a perdu. Tenant le collier, Oscar dit qu'il est prêt, mais qu'il ne sera pas celui qui se battra. Frank arrive enfin dans la salle, ce qui laisse Grank assez confus. En expliquant, Oscar dit que le jeune homme lui a demandé de montrer ses capacités, et il le fera à travers ce qu'il a enseigné au jeune aux cheveux bleus. Sans issue, le frère de Frank dit que c'est sa faute de ne pas avoir précisé qu'Oscar devait se battre personnellement, mais qu'il ne fera pas de cadeau. Le protagoniste dit alors que c'est bien. Après tout, un mage de niveau 4 ferait mieux qu'un niveau 2. Choqué, Grank demande comment son frère a pu monter de niveau en une journée, mais le garçon déclare que cela fait partie de ses capacités. Irrité, le fils aîné de la famille Sirius ordonne à son chevalier de donner tout ce qu'il a, tandis qu'Oscar dit à Frank de ne pas avoir peur et de simplement faire ce qu'il a appris la veille. Regardant de côté, le jeune homme dit qu'il comprend et qu'il reviendra victorieux. Voyant le garçon s'approcher, le chevalier dit que cela fait un moment depuis leur dernière rencontre. Sans hésitation, Grank initie le duel. Nous voyons que le jeune homme aux cheveux bleus a décidé de faire le premier mouvement, face à Lasley, qui tient fermement son épée. Dans ses pensées, Frank se demande comment cet homme a autant de pouvoir, même sans utiliser la capacité de ki d'épée. Mais maintenant, il ne peut pas abandonner, même s'il est terrifié. Oscar devient nerveux en voyant la réaction initiale de son élève et se rappelle quand il a dit qu'il aurait besoin du garçon pour rendre la Tour Blanche célèbre à nouveau, ainsi que lorsque le jeune homme a sauvé Ivan. Nous voyons que Frank décide de lancer son sort de lame de vent, se disant dans sa tête que pour la première fois, quelqu'un lui a dit qu'on avait besoin de lui, donc il doit répondre aux attentes placées sur lui. En se défendant contre l'attaque, Lasley pense que le garçon s'est amélioré, se demandant si c'est ce que l'on ressent face à la technique de contrôle de l'épée autrefois utilisée par la nation de l'Est, concluant peu après qu'il est temps d'arrêter de simplement observer. Voyant le chevalier foncer sur lui, Frank se demande comment il va bloquer ce coup, choisissant de lever une main faite de vent. Surpris, Grant demande si Oscar a utilisé une méthode interdite pour faire grandir le garçon ainsi, mais le garçon dit qu'il a utilisé une méthode très sûre et solide. Nous revenons à la bataille où Lasley déclare que Frank ne convient pas au style de mage de bataille, donc bientôt le moment viendra où se blesser sera un soulagement, car cela lui permettra de rester dans l'organisation et de ne plus jamais être dévoré par sa propre magie. Soudain, Oscar dit que c'est fini, ce qui fait écarquiller les yeux de Grant. Ne comprenant rien, l'homme se demande pourquoi le protagoniste sourit. Nous revenons à la nuit précédente, lorsque la transplantation d'esprit venait de se terminer et que Frank était allongé sur le sol. Debout, Oscar dit que le garçon doit surmonter complètement son traumatisme pour utiliser la capacité librement. Mais il est encore possible de gagner s'il utilise 100% du dieu du vent, car transformer le corps en vent n'est pas tout ce que le dieu du vent peut faire. En dessinant sur un tableau, notre garçon dit que c'est la véritable partie du super-pouvoir, appelée unification, qui permet à tout ce qui touche le corps du garçon de tourner, quelque chose qu'il doit cacher, jusqu'à la fin du combat, car gagner quand tout semble perdu est plus excitant. Nous voyons que lorsque Frank a dépassé Lasley, il a réussi à utiliser le tour et à arracher le collier, ce qui laisse le chevalier sous le choc. Frank fixe le collier avec un pendentif rouge, montrant également de l'incrédulité face à ce qu'il vient de faire.
En levant les bras, il crie qu'il comprend enfin. En s'approchant, Grant pense qu'il n'est pas possible que le garçon ait réussi à utiliser le dieu du vent. En riant, Amel dit que le match est terminé et demande si l'homme est d'accord avec le résultat. Oscar ne peut que sourire et saluer son ami qui est devenu beaucoup plus fort en une seule journée. Se souvenant, cela fait réfléchir le fils aîné de la famille Sirius et il admet sa défaite peu après. L'aîné dit que c'est dommage que le garçon soit venu jusqu'ici juste pour partir si vite, mais Grant demande simplement au vieil homme de bien prendre soin de son frère. Regardant Frank, il dit que le garçon a un peu grandi. Le jeune homme fait semblant de ne pas l'avoir entendu et l'autre lui dit de laisser tomber. Tout le monde regarde le duo s'éloigner. En regardant son apprenti, Oscar dit que le garçon est vraiment drôle de faire semblant de ne pas avoir entendu le compliment. Le lendemain, nous voyons Frank choqué à l'entrée de la salle d'entraînement qui ressemble plus à l'entrée d'une prison. Le protagoniste dit qu'il y a longtemps, c'était exactement cela. Ne comprenant pas, le jeune homme aux cheveux bleus demande pourquoi il doit faire un entraînement isolé. Oscar dit alors que c'était une recommandation de Amel, donc le garçon devrait profiter de l'occasion pour mieux absorber tout ce qu'il a appris et arrêter d'agir comme un bébé, car il ne va pas mourir. Les yeux larmoyants, Frank demande s'il en est sûr, et le protagoniste répond oui et dit au revoir, fermant la porte juste après, tout en s'excusant mentalement, puisqu'il était celui qui avait demandé le test. Nous sommes transportés à la nuit après le duel, lorsque le protagoniste a demandé à l'aîné de mettre le jeune homme en entraînement isolé pendant 30 jours. Souriant, le vieil homme accepte, puisqu'ils auront besoin du garçon dans un mois, car l'entreprise de la famille de Frank a déclaré qu'elle offrirait désormais gratuitement tout son réseau de distribution à partir de ce moment-là. Dans ses pensées, le protagoniste déclare que l'entreprise doit finaliser les calculs rapidement. Disant à voix haute que c'est vraiment une bonne nouvelle, Amel révèle alors qu'il a une demande, car il aimerait que le protagoniste donne une conférence. Oscar dit que ce n'est pas quelque chose qu'il ne peut pas faire, mais il préfère se concentrer sur le département des potions pour le moment. Il aimerait donc savoir s'il y a une raison spécifique pour laquelle les mages de la tour doivent devenir plus forts en peu de temps. L'ancien dit que le garçon comprend vraiment vite et demande s'il a entendu parler de la nuit du mage. Nous découvrons que c'est un jour où tous les mages de chaque tour se rassemblent pour montrer leurs connaissances et compétences en harmonie. Cependant, en pratique, cela ne s'est jamais produit et tout le monde a fini par se battre, ce qui a conduit à l'annulation de l'événement après quelques années. Intrigué, Oscar demande si l'empereur envisage de ramener la nuit du mage. Confirmant, Amel dit que les détails seront annoncés au Nouvel An et il s'inquiète de la Tour Noire, qui veut devenir l'une des 4 principales tours magiques, mettant ainsi la Tour Blanche en danger. Nerveux, le protagoniste dit qu'il donnera la conférence avec une expression étrange. Après la conversation, nous voyons le garçon sur le campus au 36e étage de la Tour de Magie, réfléchissant à ce qu'il a entendu concernant la Tour Noire et que la cérémonie des esprits de bas niveau était vraiment un coup de génie. Nous revenons dans le passé, au moment où Oscar parlait avec l'esprit, qui était furieux de la demande. C'est alors qu'il révéla par magie qu'il était Oscar Sage. Le grand esprit plisse les yeux puis les écarquille lorsqu'une entité féminine apparaît et demande qui est le garçon pour donner un ordre au roi des esprits. En s'inclinant, l'esprit dit que l'entité l'a permis, mais que ce ne sera pas un contrat. Ce sera une simple transplantation. De plus, elle a envoyé un message pour Oscar de ne pas oublier sa promesse. Dans ses pensées, le protagoniste dit qu'il tiendra parole, puisqu'il a pu sauver beaucoup de gens de la Tour Blanche grâce à elle. Alors, il s'assurera de rendre l'appareil avec intérêt. Mais avant cela, il doit s'occuper un peu plus de sa famille. Nous voyons un garçon aux cheveux roux heureux de voir un visage familier, puis demander si c'est un cours pour les étudiants de niveau 3. Une jeune femme dit alors qu'ils enseigneront peut-être des leçons de base. Une autre fille apparaît, affirmant qu'il pourrait être vrai que la Tour Blanche a plus d'argent maintenant et que c'était l'endroit où le séminaire d'observation impériale a eu lieu, donc l'orateur doit être quelqu'un de spécial. Une voix demande alors à la fille de ne pas le faire rire. C'est Dimian Proud qui n'est clairement pas très enthousiaste à propos de la conférence. La fille aux cheveux roses dit alors qu'il est trop négatif. Le jeune homme répond que si c'était une conférence importante, elle aurait préparé une classe de haut niveau, tout comme les autres tours. Donc, si c'était si important, le génie noble de niveau 2 serait là aussi. Soudain, une voix interrompt la conversation, puis les étudiants restent sans voix. En entrant dans la salle, Oscar dit que c'est un plaisir de rencontrer tout le monde et qu'à partir de ce moment, il sera le professeur de réinterprétation magique. Les étudiants restent bouche bée, tandis que le protagoniste dit qu'il sait que beaucoup d'entre eux sont déçus qu'il soit l'orateur. Nous réalisons que notre garçon a visé juste en voyant les pensées des étudiants, furieux et indignés. Oscar dit alors qu'ils ne sont plus des étudiants de l'académie sous le contrôle des enseignants, mais il y a une condition, c'est que chacun doit prouver sa capacité en démontrant qu'il n'a pas besoin d'apprendre dans les 10 minutes après avoir exposé sa raison de ne pas vouloir assister à ses cours. Ainsi, une condition très simple. Un garçon se demande si le jeune homme est fou de vouloir les empêcher de partir sans passer le test d'abord, tandis que d'autres étudiants montrent des signes de fureur. Dimian conclut qu'en gros, Oscar essaie de les convaincre de suivre le cours en se basant sur le fait qu'ils ne sont pas capables. Pendant ce temps, le protagoniste pense en lui-même qu'il a laissé quelques lacunes dans le sort exprès, mais cela ne signifie pas que ce sera facile. Après un certain temps, nous voyons que personne ne s'est approché. Soudain, le garçon blond crie du fond de la salle qu'il a réussi, ce qui surprend notre garçon car le jeune homme avait été classé parmi les mages de niveau débutant.
Même ainsi, il se lève et félicite Dimian. D'autres étudiants commencent à protester, mais le protagoniste dit que le test est terminé et que le seul à avoir réussi est le garçon blond. En souriant, le garçon dit que dans ce cas, il n'a pas besoin de suivre le cours, et Oscar le confirme. Cependant, nous voyons que Dimian est devenu curieux de savoir ce qui sera enseigné dans les prochaines leçons. En se rasseyant, le protagoniste dit qu'il va donner un prix au jeune homme pour être le seul à réussir, puis demande quel sortilège il préfère. Sans hésitation, Dimian dit que c'est Wind Cutter. Oscar lui demande alors de le démontrer. Après avoir fait ce qui était demandé, le garçon blond demande si cela suffit. Souriant, notre garçon dit que c'est cool, mais qu'il va maintenant lui enseigner le vrai Wind Cutter, parce que selon ses normes, cette exécution est au mieux une version très médiocre. Il y a deux problèmes principaux. Dimian est surpris lorsqu'une de ses lames est arrêtée d'une seule main. Oscar dit alors que, premièrement, ce sort n'est pas fait de vent et il veut savoir ce que le garçon pense que le vent est. Embarrassé, le mage dit que c'est de l'air en mouvement. En disant qu'il a tort, le protagoniste explique que l'air n'est du vent que s'il se déplace et s'écoule continuellement. Donc, ce que Dimian a fait n'était pas Wind Cutter, parce que l'air qui ne s'écoule pas perd rapidement sa forme, tout comme la magie de la tour blanche, ce qui cause la destruction définitive du cutter. En abordant le deuxième problème, Oscar dit qu'il serait plus utile que le garçon réduise la quantité de mana qu'il utilise pour lancer le sort, révélant qu'on peut en apprendre beaucoup sur une personne rien qu'à la façon dont elle utilise la magie, y compris son passé. Par exemple, si Dimian vient de la famille Prude, il a dû voir leur magie en grandissant et commencer à la copier, même sans avoir le niveau requis, ce qui l'a amené à utiliser plus de mana que nécessaire pour lancer Wind Cutter, une habitude qui est restée avec lui jusqu'à maintenant. Maintenant qu'il a la chance de corriger ses problèmes, c'est dommage qu'il ne veuille pas suivre les cours. Le jeune homme, quant à lui, semble avoir changé d'avis alors qu'il retourne à sa place. 3 semaines plus tard, nous voyons quelqu'un parler de certaines rumeurs, disant qu'Oscar est un instructeur vedette complet, étant utile même pour les mages de niveau 4 et 5, malgré le fait qu'il ait commencé à enseigner à des niveaux inférieurs. Un garçon demande s'il devrait aller au cours aussi, tandis qu'un autre dit qu'il attendait justement qu'il pose la question, car ils doivent faire la queue à l'avance pour entrer. Après la conversation, plusieurs mages se lèvent, et dans la salle de classe, nous voyons que la session est bondée, y compris Maxime, qui est assis sur une chaise à l'arrière. Oscar arrive et salue tout le monde, révélant que le sort pour le cours d'aujourd'hui est très important. Donc c'est bien de voir une salle pleine parce qu'il va enseigner le sort que les mages croient être le plus important. Dans ce cas, le sort de vent. En entendant cela, l'enthousiasme des étudiants retombe, car ce sort est le plus basique de tous, quelque chose que même les non-membres de la Tour Blanche peuvent apprendre. Maxime lève la main et demande si Oscar est sérieux à propos de l'enseignement de cela, même après avoir rassemblé autant de monde. Audacieusement, le protagoniste demande à l'aîné de démontrer le sort. Rapidement, l'homme obéit et invoque une rafale de vent qui décoiffe tout le monde. Après l'avoir remercié, notre garçon appelle Amy et demande à la fille de faire le même sort. Même sans comprendre pourquoi elle a été choisie, la fille lance le sort, qui atteint doucement et chaleureusement le visage des garçons. Oscar demande alors si quelqu'un connaît la différence entre les deux sorts, incitant plusieurs étudiants à donner leurs suppositions. Cependant, celle qui a raison est Veronica, qui était assise tranquillement à l'arrière et a parlé très doucement. Le protagoniste confirme que, comme l'a dit la fille, la différence entre les sorts réside dans le tempérament du mana. Même si le processus de formation et de lancement de la magie était le même, l'un était chaud et l'autre était doux, ce qui signifie que ce n'était pas le même vent. Prenant un morceau de craie, le protagoniste demande qui parmi eux comprend ce qu'est le tempérament du mana. Il déclare que pour comprendre le concept, il est nécessaire d'apprendre les racines de la tour blanche. En d'autres termes, l'équilibre qui représente aussi la tour bleue, contrairement aux tours rouges et dorées, qui sont fortes et rapides et donc pas harmonieuses. Cependant, il y a des conditions qui différencient la tour blanche de la tour bleue, comme par exemple les conditions requises pour que l'eau bout. C'est assez simple, mais encore plus simple est de produire un vent chaud qui se mélange plus facilement avec l'environnement et se transforme comme un caméléon. Soudain, tous les étudiants commencent à avoir froid. Oscar dit alors que le vent est plus libre que tout élément capable de créer une force aussi puissante que les flammes de la tour rouge, aussi rapide que la foudre de la tour dorée, ou possédant une forme aussi libre que l'eau de la tour bleue. Ainsi, seul le vent peut être harmonieux avec tout dans le monde, ce qui signifie que les mages de la tour blanche doivent toujours prêter attention à la nature de leur vent. Après avoir terminé l'explication, Oscar énonce le point central de la leçon, le type d'entité que chacun ici croit que le vent est. Soudain, quelque chose attire l'attention de notre garçon. Nous pouvons voir que quelque chose ne va pas avec Maxime. Désespérément, Oscar dit à tout le monde de ne pas toucher l'aîné.